François Bon-les-Carnets, l'île de Sainte-Hélène. Napoléon vient de décéder. C'est plus Las Cases. Las Cases, il est reparti depuis un peu plus Las Cases, pardon, mémorial de Las Cases. Sacrée lecture. Pour s'en assurer, bah ouais, on est dans encore le début du 19e siècle. On approche de sa bouche un petit miroir et il n'y a pas de buée sur le miroir, ça veut dire que l'empereur a rendu son dernier souffle. Tu me diras, qu'est-ce que tu viens nous raconter, toi, avec ton histoire? Eh bien, c'est nos images d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu promènes, là, des miroirs pour se voir nous-mêmes. Est-ce qu'on a encore du souffle? Et dans ce monde-là de bascule, d'inquiétude, voire d'effroi, de terreur, de guerre, où là on essaye d'attraper avec les mains, on n'y arrive plus. Quelquefois même les articles de journaux, tu dis non, pas aujourd'hui, ou pas à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on dresse là, devant les autres, l'humanité? Notre tâche, notre responsabilité politique d'artiste, oui, mais par la littérature, dans la littérature, c'est quoi les miroirs qu'on tend là, dans la foule, à l'humanité, pour dire notre souffle? Qu'en est-il de notre souffle? Et cette image-là, d'aller lever des miroirs là, dans ces foules agitées qui brassent, là, même, non, je ne veux pas entrer dans le domaine du politique concret, je veux rester là. D'où ça vient? Alors, hier. Ces images d'intelligence artificielle, app générative, ce qui est fascinant, c'est qu'elles s'exercent en permanence, constamment. Ils travaillent, là, OpenAI et puis les autres, sur comment ils répondent aux requêtes depuis ces milliards de données avalées en permanence et auxquelles je suis fier de contribuer, très modestement. Mon petit site tiers-livre avec tous ces liens qui mènent vers là, avec ces 5000 articles, avec ces 3000 vidéos, avec 15 000 ou 20 000 images, mon site fait partie de ce qui nourrit, là, ce savoir collectif. Ça vaut pour la science, ça vaut pour l'histoire, ça vaut aussi pour notre travail littéraire. Alors, est-ce que ton image d'auteur ou ton statut d'auteur va... est-ce que justement, on ne grandit pas le statut de l'auteur en nous hissant nous-mêmes à cette part-là générale du travail? Prenez, exercez-vous sur mon site, application générative, et elles ne se privent pas de le faire. Alors qu'il y en a, ils disent, ouais, on a mis un petit robot, comme ça ils peuvent pas. Allez-y, vous pouvez. Alors, elle s'entraîne à ce que la réponse qu'elle donne à une sollicitation, ce qu'on appelle un prompt, je vais utiliser un petit peu ces mots-là qui sont pour nous ceux du boulot de tous les jours, pour que ça corresponde à quelque chose de pertinent du point de vue de l'analyse du réel, sachant que le réel, précisément, on va en dégager des images invisibles. Est-ce qu'on n'a jamais vu ce qui se passe dans les anneaux de Saturne ou dans le fond du cosmos? Non, on a des trucs de longueur ronde, de longueur d'onde, de diffraction, etc. Et puis tout d'un coup, on va apprendre là, ces jours-ci, que si tu regardes ce différentiel de longueur d'onde, on peut comprendre qu'une molécule d'eau se décompose, se recompose. Mais l'image... c'est nous qui inventons les images en fonction de ce qu'on cherche à définir plus avant d'un réel qui ne se présente pas comme image. Et pour moi, c'est ça la première question. Une image peut-elle être inquiétante en tant que telle? Sinon, en tant que ce qu'on cherche à produire, mais à produire en tâtonnant, mais pour recevoir, justement, c'est pour ça le miroir de Napoléon. Un portrait inverse, un miroir autoréflexif, une production autoréflexive de notre inquiétude par rapport à ce réel qui, lui, est indécryptable. Je suis dans la panade, là, en avançant. Vous allez voir. Donc, ces applications génératives s'appliquent à ce que les images qu'elles te renvoient en fonction de tes demandes soient compatibles avec ce qu'on sait du réel sage. Mais notre boulot, nous,
c'est précisément, c'est là où c'est intéressant ce rapport texte-image, c'est d'aller intégrer dans les prompts, justement dans ces sollicitations de langage, des éléments là de paradoxe, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le réel, pour moi, est une torsion qui m'impose d'aller au-delà des apparences. Donc, de produire une syntaxe, et toute l'histoire de la littérature, ouvrez n'importe quelle page de Mallarmé, pourquoi moi je suis aussi attaché à cette amitié posthume avec Christophe Tarkos, par exemple, ou Samuel Beckett, mais d'aller produire des éléments de langage qui implique que tout cet entraînement ne lui servira pas et que l'écart de la réponse avec l'ordre du rationnel te permettra, toi, de travailler, justement, ce qu'on appelle l'expression artistique, cette part d'irrationnel qui, elle, induit ce travail intérieur. Et c'est là que cette figure du miroir, j'en suis profondément redevable au monsieur qui me l'a renvoyé ce matin via un commentaire Facebook. Donc, j'étais là à travailler sur, toujours, moi je travaille beaucoup sur ces questions-là d'utopie urbaine, mais c'est pas d'aujourd'hui, 1980, Walter Benjamin, mais la passion de Balzac, là, cette errance dans La fille aux yeux d'or, ou les compressions de temps dans Baudelaire, là... Bon, je ne veux pas développer, il faut que je reste là, comme ça, sur mon fil. Et donc, j'avais introduit là, dans ce qui s'appelle DALL-E, le jeu de mots, DA2L- l'application générative image de ChatGPT. Et justement, moi, je m'en tiens à ce rapport-là de jeu. C'est-à-dire, j'élabore du texte qui fait glisser ou déraper, j'essaye, l'app générative image, et en fonction de cette image, je peux développer un nouveau texte, et en tout cas des possibilités de récit qui s'appuient sur une compréhension du réel qui n'appartient plus à ses apparences. C'est pour ça que je continue à travailler. Bon là, comme ça, je fais ça tard le soir, puis justement, je mets ça sur Facebook. Ça m'amuse, c'est rigolo. Tu mets une photo de profil et une photo là en grande balustrade, bannière, ils appellent ça. Biome, tu prends... Alors ça te donne des images qui sont plutôt carrées, comme ça, sur Facebook. Celle-là, il me l'avait mise verticale. Qu'est-ce que je lui avais demandé? Je lui avais dit, je voudrais fabriquer l'image d'une ville où, en chaque point qu'on puisse disposer un observateur, à l'intérieur de l'image, il n'y a pas de confusion avec le réel, la ville se reconstitue d'elle-même en perspective infinie depuis la position de ce narrateur, de cet observateur. Et alors, je formule ce prompt, et la réponse de ChatGPT, je ne crois pas si je peux la rejoindre comme ça, ville infinie de lumière. Oui, c'est cette page. Alors, on a été doucement, il a fallu pas mal d'essais. Et la première réponse de DAL à mon prompt, c'était de dire « Quelque chose n'est pas cohérent dans votre demande ». Et moi, je lui dis « Try it ». Essaye quand même. Et là, tu vois le petit rond qui commence. C'est brave, les applications génératives. Justement, c'est des outils, c'est un crayon. Et alors, toujours, elle résume. Alors, imaginez, etc. Et le résumé, lui, il est standard. C'est-à-dire, là où elle n'arrive pas à faire le résumé, tu as une première fabrication. Alors, là, ça a été un premier essai. Ce premier essai m'intéressait pas vraiment. Je lui redonne d'autres conditions, de nuit, de vue oblique. Et effectivement, je dis des plus hautes tours qui nous surplombent ou nous écrasent. C'est-à-dire que c'est moi qui introduis l'inquiétude. C'est pas l'intelligence artificielle. Et finalement, j'arrive à... bon, ces deux-là, je les ai abandonnés aussi, mais je commençais à trouver un petit peu ces formes de repli englobantes. C'est-à-dire, tu projettes sur un point de vision, mais vous voyez comme c'est important quand tu manipules un drone, par exemple. Tu manipules un point de vision, et ce point de vision, tu l'organises pour que lui rassemble une part de réel qui n'est pas celle de ta vision frontale. Mais si ça ne vous intéresse pas, monsieur qui me commentez,
ça n'a pas d'importance. Moi, là, j'ai besoin de ça. Là, par exemple, ces histoires de recouvrement, et c'est celle-ci qui m'a donné l'idée. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, il me répond avec une image qui, en tant que telle, pour moi, n'avait pas un gros intérêt. Hop là. Mais tout d'un coup, la ville se détache, et j'avais introduit une idée de reflet. Elle se détache et devient un reflet suspendu dans le ciel. Il se trouve qu'à Bruxelles, j'avais vu une toile de Magritte, et mon petit-fils avait été très surpris, des empilements de chambres comme ça. Puis à un moment, il y a une des chambres qui n'a pas de jonction avec la maison qui se développe par petites cases. Donc je pense aussi qu'il y avait ce truc-là. Alors, j'avoue, est-ce que j'ai volé une idée à Magritte? Ben oui, mais qui est fautif? C'est l'application. Là, de toute façon, tu vas au musée Magritte à Bruxelles, oh là là, c'est formidable, tu vois bien la genèse, la gestation de Magritte. Est-ce que tu as les grandes toiles? Non, elles sont où les grandes toiles? Par exemple, notre pote Paul McCartney, il en a 54 des toiles de Magritte. Il fallait bien investir, et puis Maca, c'est quelqu'un que je respecte, et tout ça, et puis, vous savez... c'est un gars bien, donc tant mieux qu'il ait sauvé ses 54 Magritte. Mais tu vas au musée Magritte de Bruxelles, t'as que les brels, t'as pas l'étoile de Maca. Paul McCartney, Beatles. Et là, à ce moment-là, je prends au sérieux son idée de reflet. Et tout d'un coup, ça me donne ça. Alors, il y en a deux. Une, la ville est en perspective longue, et dans cette perspective longue, tu vois qu'au bout, c'est ça, cette espèce de prompt là que j'avais introduit, elle se détache, c'est-à-dire si l'observateur se met là, la même image fait que ça va se détacher, et c'est des espèces de pans de ville qui s'en vont comme ça dans l'infini, avec une image aussi archétype de l'astrophysique. Et j'ai retenu celle-ci, où l'espèce de double devient, quelque chose se dédouble, devient symétrique, et il y a cette ville-là, c'est comme il y a toujours les downtown quand vous arrivez à Chicago ou n'importe quelle, ou Boston ou n'importe quelle ville US, il y a même Providence, il y a toujours cette espèce de schéma, même LA, le downtown, c'est une espèce d'île de hauteur au milieu d'un étalement infini. Eh bien, là où ça se regroupe comme ça, comme concentration de verticalité, parce que je lui introduis cet élément de reproduction depuis l'observateur, les éléments d'immeuble se détachent et s'en vont dans la nuit. Et là, oui, c'est DALL-E, en tant qu'application générative, qui me fait une proposition de représentation qui, moi, m'induit peut-être des possibilités de fantastique, d'imaginaire. Alors je comprends les trucs juridiques, là. Je suis invité par une école d'art, là, tout d'un coup une journée d'études avec plusieurs artistes, des gens que j'aime, Chatonsky, etc. Étienne Mineur... Ah ouais. Et puis deuxième truc, 3 semaines après, ils te disent toute la matinée, ce sera sur les trucs juridiques, et puis l'après-midi, les artistes feront des démonstrations. Non, excusez-moi, non, je peux pas y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec ces trucs-là? Bon... Non, travaillons, cherchons à comprendre, c'est trop déjà passionnant, c'est trop déjà compliqué, il y a tellement de trucs. Bon, je reviens à mon Facebook. Donc, cette image, en tant que telle, pour moi, où elle m'interroge? Elle m'interroge en tant que... qu'est-ce que j'apporte comme pré-représentation, ou représentation préconçue de la ville, avec ce que je sais d'histoire de l'architecture et tout ça. Alors, c'est qu'une image, une illustration, attendez. En plus, là, il y a encore 3 semaines, ils nous proposaient en retour des images qui pesaient 2000 2 mégaoctets. Et là, maintenant, c'est juste encore un WEBP, un autre format de compression. Donc, c'est question aussi d'énergie. C'est un autre truc, toutes ces boîtes, là, ces startups en France qui font des trucs passionnants, à dire comment tu peux faire travailler des moteurs de génération en local, avec beaucoup moins justement de consommation d'énergie, sur des modèles de collecte de données beaucoup plus restreintes. Wow, tous ces trucs, comment on pourrait le comprendre sans l'essayer? Et donc moi là, ce qui m'intéressait, c'était en quoi cette représentation fausse de la ville m'aide, moi, à me mettre là, à la frontière de ce que j'apportais de mes propres représentations.
urbaine ou utopique, etc. C'est pas plus que ça. Après, ce qui m'intéressait sur Facebook, c'est tout, c'était juste pouvoir mettre d'un côté une idée là, ça, tout d'un coup il y a un truc qui est centré. Bah ouais, il demande la photographie du visage. Bah, c'est inversé, puisqu'au milieu tu as un trou, etc. C'est pas plus que ça. Puis en général, je les change tous les 2 jours, je n'assomme pas les gens avec ça. Et puis voilà le commentaire. Alors je vais pas vous dire son nom, c'est quelqu'un que je connais pas, et ça parle de Poitiers. Moi, à Poitiers, figurez-vous qu'on ne doit pas avoir les mêmes amis. Moi, des gens qui travaillent en permanence là sur ces trucs. Là, il y a un truc qui s'appelle le Picta Science. Il y a un centre là, ceux qui produisent la Actualité Poitou-Charentes, qui maintenant s'appelle Actualité Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a une réflexion sur tous ces champs là scientifiques où on a justement à Poitiers la possibilité, là, un petit noyau, mais ça fait 20 ans que ça dure, d'échanges permanents art et sciences. Appelons ça comme ça, c'est banal. Que voulez-vous dire en publiant toutes ces images fausses et sans intérêt? Alors, est-ce qu'une image est fausse? Elle est fausse par rapport à quoi? Elle est fausse par rapport au réel. Est-ce qu'une toile de Vermeer n'est pas fausse? Et si tu prends une photo, là, un truc comme ça, des pommes de Cézanne, par exemple, sur la table, bah non, ça va se casser la gueule. Cézanne produit des images fausses, même avec 3 pommes. Alors déjà, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette panade? Et en quoi il y a cette production sociale de panade sur la question de l'image? Parce que tout simplement, autrefois c'était dans un labo spécial ou dans des petites revues d'art ou des petites machins. Bah, mais oui, mais dès que tu le mets sur la place publique, tout d'un coup, ça, hop là, tout ce travail là, toutes ces images fausses et sans intérêt. Bah, sans intérêt pour lui et pour moi, justement, cette relation de la nuit à la ville et qui fait que la nuit détache des éléments de ville quand tu approches là en voiture sur autoroute et que tu vois un downtown et que tes rêves à toi, etc., etc. Donc l'intérêt, est-ce que là sur Facebook, il y en a qui parlent de chats. Il y en a qui parlent de tellement de hobby, de la consommation, de marques de champagne. Il y a en plus un gars que j'aime bien, là, Vincent Frotté. Bon, c'est son problème d'aller d'aimer le pinard, mais bon, moi j'y connais rien, c'est pas mon truc. Et à chacun ses intérêts. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu rentres dans une maison de la presse, tu rentres dans une librairie, tu vas aller au rayon cuisine, au rayon philosophie, au rayon développement personnel, feel good, et il y a même des rayons manga dans les librairies, etc. Bon, bah oui, moi, mon intérêt en ce moment, il est un petit peu comme ça. Que l'intelligence artificielle est inquiétante, on le sait. Et là, cette phrase, bah, je me suis dit, non, mon gars, attends, toi, là, on va en discuter, mais par vidéo. J'ai répondu aux commentaires. J'ai répondu aux commentaires. François Bon a répondu, vous voyez. Je crois bien que c'est vous qui m'inquiétez, plutôt que les apps génératives. Oui, agitons devant les foules, les miroirs qui ont touché les morts. Repartons dans l'obscurité, magnifiée par nos lampes à pétrole. Là, vous savez, c'est mon pote Daniel Bourrion. On est les dinosaures du futur. Bah ouais, là, on est dans la lampe à pétrole de la production d'images. Mais la production d'images, à l'origine, c'est mettre des pigments sur les mains et les appliquer sur la roche. On ne sait pas. C'est-à-dire la question d'image, elle ne s'est même pas inventée parce que tu fais du pigment pour entraîner la roche, etc. C'est tout le boulot là, de Jean-Loïc Lequelec qui va me dire « Attends, c'est pas si simple, c'est pas si simple. » Bon, d'accord Jean-Loïc, mais quand même, moi, ce qui me fascine dans ton boulot, c'est ça la question. C'est-à-dire que comprendre que ce rituel entraîne une image qui peut se constituer comme représentation, et dans Lascaux, les déformations là, de la roche induisent ce rapport au pigment qui fait surgir là, ces figures de la peur et du symbole. La construction de l'image est elle-même une histoire. Ensuite, l'image, prenez Calvino, par exemple, dans les Mésopotamies, il dit à un moment donné, on taille pour aller plus vite, le petit calame là, en roseau, on le taille de travers, ce qui fait que si tu l'appliques droit, ça fait un triangle, si tu l'appliques oblique, ça fait un trait. Et puis que trait, triangle, trait, triangle, trait, triangle, la langue qui s'est élaborée de façon iconique, devient syllabique. Tu vois toutes ces histoires comme elles sont vieilles, ça n'a pas d'intérêt, monsieur là, de Poitiers ou je sais pas où. Si c'est pas votre intérêt, laissez-nous tranquille. J'en reviens.
que l'intelligence artificielle est inquiétante, on le sait. Mais en quoi ces images-là sont inquiétantes? Parce qu'elles sont issues d'apps génératives. Ces images sont inquiétantes parce que je leur demande d'entrer dans la limite de mes représentations, c'est un endroit où je tente de remettre en cause mes représentations. Depuis quoi? Depuis l'appel que je fais aux images, la main contre la roche, pour l'inquiétude que j'ai au monde. Et donc, ce qui m'est renvoyé de statut inquiétant, est-ce que c'est l'image en tant que telle? Ou non, ce que je demande à l'image, comme je le demande au texte et à la littérature. Oui, dans les conditions d'aujourd'hui, explorer le réel. C'est pour ça que j'aime aussi H.P. Lovecraft. Il travaille sur H.P. Lovecraft ou Franz Kafka. Comment cette notion-là d'entrer dans notre inquiétude suppose de remettre en cause les principes d'apparence de la réalité. Mais ça, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça tient à l'irruption technologique des apps génératives? Moi, je ne le pense pas. Mais est-ce que c'est l'app générative qui est inquiétante? Ou précisément parce que je lui glisse là, sous le tapis joli des écrans, précisément une injonction langage qui l'oblige à passer dans le domaine de l'inquiétant. Est-ce que Lovecraft ou Edgar Poe sont des auteurs qui rassurent? Non. Mais si Edgar Poe, quand on le lit, on a cet attachement et cette réitération, c'est pareil avec Henri Michaud aussi, ne tient pas justement à cette façon où on est en permanence dans la confrontation au réel, d'avoir à explorer, à tâtons, du dedans, notre part de peur et d'inquiétude. Et ça, est-ce que ces outils-là, tout à l'heure je parlais de Napoléon, on va y revenir à Napoléon, Goya, les caprices, les désastres de la guerre. Monsieur Goya, vous n'avez pas mieux à représenter, vous n'avez pas plus rassurant, monsieur Goya, votre art ne peut pas être joli, monsieur Goya. Non, autant des guerres napoléoniennes, je dis napoléoniennes parce que c'est des assemblées tellement de toutes les nations, tout ça, de ces massacres, ces pillages, ces incendies, viols, et tous qui sont à même pas 2 siècles de nous. Ben oui, il faut des Goya pour venir là. Où il faut un Don Quichotte. Il est rassurant, Don Quichotte, monsieur? Non, pas tant que ça. Alors, là, ça devient rigolo après. Parce que le monsieur, après, tu vois, il y a 3 lignes là. Que l'intelligence artificielle est inquiétante, on le sait. Que voulez-vous dire? Sinon que ça vous fascine personnellement. J'ai jamais marché à la fascination, comme quand je sortais les bouquins là, sur les Rolling Stones. Ah, vous êtes fan. Alors, le mot fan, c'est pas ça. Comment tu décryptes dans ta propre autobiographie la constitution de représentations symboliques. Comment tu analyses, là, par exemple, le passage là, de l'art à l'industrie culturelle, la relation contradictoire entre les deux. Et justement, là, que, par exemple, aujourd'hui, mais même dans la simple fabrication d'un livre quelconque, ou le passage au livre de poche, les questions de technologie. Alors encore, Walter Benjamin était là dès 1927, présent par des textes tellement importants, ou Gilbert Simondon aussi. En quoi ces questions ne sont pas indépendantes de leur contexte technologique. Proust et la musique. T'as la brave madame de Cambremer qui a pris ses leçons directement de Chopin et qui est la dernière élève, t'es la dernière personne vivante à avoir été directement élève de Chopin. Et puis en même temps, t'as l'intervention du piano là. Qu'est-ce que c'est le piano là? C'est une machine extrêmement complexe. Et Proust, le narrateur, Marcel, en offre un à Albertine sur son héritage là, qui n'arrête pas de diminuer. Et puis tu joues là des réductions de Wagner directement sur un piano, juste en tournant une manivelle. Et donc la reproduction technique
de la musique intervient dans la relation artistique qu'on peut avoir, mais justement, où la notion de pratique elle-même est mise en cause, tous ces trucs-là, on baigne tellement dedans, mais c'est pas là. Qu'est-ce que, juste à ce moment-là, la technologie, elle est une disruption dans l'échelle. Et ça, oui, il y a des choses d'inquiétude. Mais en même temps, là, tu vois, la même disruption technologique te permet, là, chez toi, dans ton petit bureau, d'installer un micro, d'installer un appareil à image, et puis que ce discours-là... Et c'est là où c'est devenu passionnant, ce petit commentaire involontairement. Je suis prêt à parier, parce que le monsieur, il a dû passer une demi-heure à le rédiger, je suis prêt à parier que les gens trouvent encore beaucoup de plaisir à voir ou toucher de vraies choses. Donc, la production d'art, c'est produire du plaisir. Je suis pas contre. Il y a des tas de choses. Tu retournes voir Deleuze, tu retournes voir Rancière, etc., etc. Mais est-ce que c'est la notion de plaisir qui nous guide à cet endroit? Oui, j'ai du plaisir à lire Franz Kafka, j'ai du plaisir à lire Howard Phillips Lovecraft, mais ce plaisir, il vient de cette sensation d'être brièvement en contact. Oui, parce que c'est un simulacre. Je sais que le livre refermé, oui, mais ma relation au réel aura été transformée aussi. Mais je peux m'aventurer dans la peur parce que je sais que ce n'est qu'une représentation récit. Mais de même façon, si on est au cinéma, si je regarde La Nuit du Chasseur, je sais que cette angoisse, quand je rouvrirai la porte de la salle, je parle d'il y a longtemps, il y a très longtemps que je ne vais pas au cinéma, mais et que tu sors là, que tu te crois encore, et puis que tout d'un coup tu t'aperçois que la salle obscure, on était encore l'après-midi, le cinéma c'est ce moment où tu quittes la salle. Mais avoir ou toucher de vraies choses. Qu'est-ce qu'une vraie chose, monsieur ? Ah ouais, tenez, j'ai des cailloux, là. Je vais vous en attraper. Regarde ces petits cailloux. Tu sais pourquoi je l'ai ? Je l'ai ramassé sur l'Etna. Je l'ai ramassé sur l'Etna, à un endroit où c'était encore actif, mais c'était une éruption qui datait exactement de la parution du Pantagruel. On était entre 1530 et 1535. Et donc tout d'un coup, tu dis, cette pierre est devenue pierre... ben, je la garde. Alors, est-ce que c'est une vraie chose ? Oui. Est-ce que c'est une chose qui participe d'une médiation ? Je ne sais pas. Mais là, c'est Francis Ponge. La pierre, si je l'accueille, je la ramène ici, et que depuis là une dizaine d'années, elle est sur mon étagère, la pile devant mes bouquins des éditions de minuit, enfin, c'est le hasard qui est comme ça, parce que ça vadrouille sur les étagères. Est-ce que cette chose conserve en elle, là aussi, le fait d'être présente à moi, comme les livres, là, qui sont pas les livres que je suis en train de lire, mais qui sont les livres que j'ai lus ou qui attendent que je les lise, ou les livres qui sont... c'est quoi une vraie chose ? Une vraie chose, peut-être ça c'est une vraie chose, c'est quoi ? Bah oui, mais c'est une batterie d'appareils photo, de rechange, donc il y a du cadmium, il y a du lithium, il y a tous ces trucs de pierres rares, il y a ces trucs d'exploitation de choses naturelles, il y a ces choses de fabrication en masse, il y a ces choses d'obsolescence programmée. Dis, monsieur, qu'est-ce que la vraie chose ? Ton plaisir à voir ou toucher de vraies choses. C'est pas cette phrase-là qu'il s'agit d'interroger, et qu'à ce moment-là, on a notre légitimité. Pas moi, artiste, mais chacun de nous, dès lors qu'il s'agit de questionner ses mains, son travail, sa pensée. C'est pas spécialement le statut là, de l'écrivain ou quelque chose comme ça. Mais cette phrase, pour moi, elle est d'une banalité affligeante, cher monsieur. Et là, voilà. Et c'est là où il va raconter sa vie. Et merci du cadeau que vous me faites, mon ami. Je suis prêt à parier que les gens, etc. J'ai exposé le miroir du médecin de Napoléon à Sainte-Hélène qui a servi à constater la mort de l'empereur. Et là, puis d'un coup, là, je peux vous assurer que les gens, les visiteurs que j'ai conçus, ça leur faisait de l'effet. Ce qui est bien, c'est faire de l'effet. Le miroir qui a touché la mort, le miroir qui justement n'a pas touché le mort, il a constaté qu'il n'y avait plus de souffle. Donc, quelle négation. Ça faisait de l'effet. À moi, me faisait plus d'effet, mais aussi à beaucoup d'autres visiteurs. La lettre partant de la création de la... j'en sais rien, après c'est du baratin. Seulement, cela a réjoui
Réjouissons-nous, a réjoui 25 000 personnes à Poitiers. Tu prends le miroir qui n'a pas touché Napoléon, qui n'a pas recueilli son haleine puisqu'il était mort, mais l'haleine de la non, le miroir de la non-haleine de Napoléon, exposé à Poitiers, montré là. Peut-être il courait, le monsieur, dans les rues et la grande place d'armes de Poitiers, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, et courant dans les rues, regarde le miroir de Napoléon qui n'a pas recueilli son souffle, et 25 000 personnes de Poitiers qui le suivent, comme le joueur de flûte de Hameln. Vive Poitiers! Ce qui est beaucoup. En 3 mois, pendant 3 mois, il a promené dans Poitiers son miroir. Preuve que les gens aiment encore la réalité, les choses. Finir là-dessus. Preuve que les gens, merci monsieur d'avoir mis ça, pris la peine de mettre ça sur mon Facebook. Preuve que les gens aiment la réalité, les choses. C'est pas que j'aime la réalité, c'est qu'elle est là. Mais la réalité, c'est le travail en permanence de la construire comme pouvant être appropriée. Est-ce que c'est aimer ou c'est simplement se chercher en tant qu'homme, le connais-toi toi-même, les choses, la réalité et les choses? Justement aujourd'hui, monsieur, même ça, c'est plus exactement pareil. Et c'est l'intérêt pour moi de travailler encore aujourd'hui sur ces petites images. Allez, c'était déjà bien trop long. Ciao, à bientôt, merci.